C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech de Smartech. Vous nous regardez, on est en direct. Il est 10h45 sur la chaîne Bismart comme tous les jeudis. Aujourd'hui, autour de la table avec moi, Charles Salvaudon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en géopolitique au sein du Centre européen de droit et d'économie et vous êtes venu avec votre nouveau livre, votre ouvrage sur la géopolitique, cette force qui bouleverse tout. Avec vous aujourd'hui pour ce débrief, Pascal Malotti, directeur de la stratégie chez Valtech. Bonjour Pascal, Delphine. comment ça va? Très bien, Bon, merci. ça tombe bien, on va beaucoup parler business, stratégie, vente, ça se bouscule encore une fois dans l'actualité. Et puis avec nous également Éric Lequellenec, avocat. Bonjour cher maître. Bonjour Delphine. Vous allez bien également? Formidablement bien, comme on dit sur certains réseaux sociaux. Alors, on va parler aujourd'hui de Choose France. On va voir ce qu'il faut retenir de ce sommet qui met à l'honneur les entreprises françaises qui investissent sur notre sol. On va aussi s'intéresser à l'intelligence artificielle et la question éternelle, j'ai envie de dire, en tout cas, ça fait des jours et des jours qu'on se la pose, bulle ou pas sur l'IA. On a vu les alertes de la Banque Centrale Européenne, on a entendu les grands investisseurs aussi commencer à changer leur braquet. On va voir ce qu'en pensent nos commentateurs aujourd'hui, mais je vous propose qu'on démarre avec la découverte d'un robot. Et il est en direct, ce robot. On va parler de ces humanoïdes qui vont peut-être bouleverser l'éducation, en tout cas dont la vocation est véritablement d'engager une transformation dans ce domaine. Et pour lancer cette discussion, on est avec Stéphane Bobo. Bonjour. Stéphane, vous êtes sur Educatech Expo, donc c'est très chouette de vous avoir en direct avec nous. Vous êtes le fondateur, président d'Innovate, qui est un spécialiste de la distribution de produits connectés, en particulier autour du concept de la maison du futur. Et vous avez annoncé un partenariat important avec Unitree Robotics, qui est connu pour ses robots quadrupèdes, mais aussi humanoïdes. Et donc, vous en avez un là derrière vous, on commence à l'apercevoir. Ouais. Il s'appelle G1 et vous le destinez au marché éducatif français. En tout cas, vous êtes là pour ça, pour commencer à envisager sa distribution. Quand on parle du marché éducatif pour un robot humanoïde, on adresse qui ? C'est pour le mettre dans des écoles, c'est pour le faire travailler sur des nouveaux programmes. Quelle est sa vocation ? Alors, en effet, comme vous l'avez dit, on est à l'aube d'une révolution industrielle avec l'arrivée de la robotique humanoïde qui sort maintenant des laboratoires, des prototypes. On est à l'année zéro de ce marché-là. Et donc, le robot G1 qui est avec moi aujourd'hui, c'est un produit qui est en fabrication de masse. Donc, on est aujourd'hui en capacité à le commercialiser. Et donc, l'idée, c'est d'accélérer en fait l'apprentissage de la robotique humanoïde au sein de l'éducation française. Ah, c'est sympa, il nous fait un bisou. Oui. et donc, ces robots, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge dans l'éducation à l'apprentissage de l'IA et de la robotique. Et donc, c'est une formidable plateforme de programmation parce que ces robots aujourd'hui ont toutes les capacités d'apprentissage. Et l'idée, c'est de mobiliser la recherche française, les écoles, les universités à apprendre à rendre ces produits de plus en plus autonomes et intelligents parce que l'ambition, c'est de les doter d'un cerveau français. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire ça, les doter d'un cerveau français? Je ne sais même pas si je serais capable de le définir pour moi, personnellement. Qu'est-ce que c'est mon cerveau français? Alors, un cerveau dans un robot humanoïde, ça va être tout son apprentissage, en fait. L'apprentissage, le fait de pouvoir les rendre autonomes, parce qu'aujourd'hui, ce robot est téléopéré avec une télécommande. Et donc, il a certaines fonctionnalités qui ont été développées. Donc, il est parfaitement mobile. Il retrouve son équilipe tout seul. Il est tellement mobile qu'il est parti, il en a marre. Oui, il se balade dans le salon. Mais l'idée, c'est de pouvoir le rendre autonome. Et donc, pour ça, il va falloir le doter de capacités d'apprentissage. Et c'est là où l'IA a un rôle extrêmement important, parce que grâce à l'IA, on va pouvoir l'entraîner. Il va pouvoir reconnaître des objets, il va pouvoir les saisir, il va pouvoir les déplacer. Et donc, c'est là où nos ingénieurs doivent être mobilisés pour développer ces stratégies d'apprentissage. C'est ça un cerveau français, en fait. Il va falloir que l'intelligence de réaction, de la dextérité pour prendre des objets, les déplacer, c'est là où on a besoin de nos ingénieurs. Et donc, la mission d'Innovate, ça va être de développer cet écosystème français en mobilisant à la fois les forces académiques, mais aussi les sociétés dans l'IA, les startups, pour créer cet environnement logiciel
et qu'on puisse le doter d'un cerveau français. Ok, mais donc ça veut dire que c'est plutôt un robot qui est destiné à apprendre. En fait, c'est lui l'objet d'apprentissage. Vous ne l'imaginez pas tout de suite donc dans l'environnement scolaire ou pour l'éducation des enfants. Non, alors ça, on n'en est pas à cette étape-là. Là, il faut voir que je dirais que le corps est donc mature en termes de production industrielle. C'est très impressionnant les capacités de déplacement et de mouvement. Donc, on a un corps qui est extrêmement stable aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est de le programmer, c'est de lui donner des capacités pour qu'il puisse évoluer en autonomie dans des environnements tels que la logistique, par exemple, où il y a des pénuries d'emploi, où il y a de la pénibilité, et donc d'être en renfort sur certaines fonctions dans l'industrie aussi, sur des chaînes de production. Demain, dans des hôpitaux, où il sera en soutien du personnel soignant. On a déjà des expérimentations en cours avec certains centres hospitaliers en contact avec des enfants également pour pouvoir interagir avec eux, avec des enfants autistes. On le fait avec le LIRM de Montpellier, par exemple. Et dans quelques années, il sera à même à rentrer dans nos foyers, d'être à nos côtés, de pouvoir aussi être en soutien, tenir compagnie à des personnes âgées. En tout cas, c'est l'ambition vers laquelle on va à horizon 5-10 ans. Ok, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir un humanoïde pour faire tout ça, pour être le robot qui va transformer l'industrie, pour être le robot qui va venir en soutien du système soignant ou d'assistance aux seniors, comme on en voit beaucoup au Japon. Est-ce que le form factor, j'ai envie de dire humanoïde, ça vous semble pertinent? Est-ce que vous voyez vraiment cette révolution arriver, Pascal? Dans une société où il y a une baisse de la démographie, un vieillissement de la population, ça va devenir de plus en plus... et il y a une acceptation, on va dire, de l'immigration de plus en plus faible. Ça va devenir absolument indispensable. Donc on le sait. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une forme humaine? On a besoin de s'identifier à quelque chose et la forme humaine nous permet d'être rassurés en tant qu'individu. Donc on a vu aussi à la Silicon Valley Neo, qui est ce nouveau robot qui serait là pour vos tâches ménagères et toutes les tâches à faible valeur ajoutée que l'on ne souhaite pas faire, sa lessive, le remplissage de son lave-vaisselle. Donc je pense que c'est la bonne direction. Ah oui, ok. Moi, j'ai entendu l'argument qui dit que finalement notre monde a été construit pour notre forme factor, pour 2 bras, 2 jambes, donc c'est plus simple, ça évite de tout réadapter. D'un autre côté, quand je vois justement ces robots mettre du linge dans la machine, je trouve que c'est quand même un peu laborieux. On aurait peut-être besoin de robots plus efficaces dans leur forme, plus spécialisés. C'est un vieux fantasme, je pense, un peu SF. C'est un vieux fantasme de l'humanité, d'arriver à remplacer l'humain, on va dire, par la machine et de lui donner une forme humaine. Moi, ça fait des décennies. On le voit dans le cinéma, on le voit aujourd'hui avec l'IA. Mais c'est vrai qu'on voit que ça progresse quand même. Il y a de plus en plus d'exemples. On se rapproche du moment. Je crois que c'est Elon Musk qui disait que de toute façon, à horizon 25 ans, on en aurait tous un chez nous. Donc, typiquement, je ne crois pas qu'il y ait encore de rupture technologique, et on le voit, il y a encore des limitations aux capacités de ces robots humanoïdes. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que législativement, le RIA a posé des bases aussi avec le bouton on/off qui devrait RIA, figurer. C'est l'AI Act, en fait. Absolument. Sur l'intelligence artificielle. Et que typiquement, peut-être que d'ailleurs, sur la responsabilité de ces robots, en revanche, il sera nécessaire, le moment venu, de compléter la réglementation. Ah oui, va falloir vous y mettre tout de suite, parce que à la vitesse où ça progresse, cher ami. Et pour le moment, la directive responsabilité de l'IA a été mise de côté. Donc, ce sera peut-être pour la prochaine mandature. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de l'intelligence artificielle dans le milieu éducatif, au milieu des élèves, des enfants? Est-ce que ça vous semble pertinent, dès le plus jeune âge, justement, de les éduquer aussi à la robotique, en les familiarisant à ce sujet, en mettant des robots à l'école? Non, je pense que c'est bien de les préparer au monde de demain, surtout dans un pays où en ce moment on ne parle que
projets de retraite. Donc, on est en train de s'imaginer déjà dans une EHPAD géante. Donc, non, c'est quelque chose absolument nécessaire de voir après comment on calibre, on va dire, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus pédagogiques. Ça, c'est encore un autre débat. Comment on prépare aussi les enseignants, parce qu'aujourd'hui, 45% des enseignants aimeraient des formations sur le sujet. 20% des enseignants utilisent l'IA aujourd'hui quotidiennement et 75% voudraient bénéficier de formations progressives. Donc 870 000 enseignants à faire bouger, le fameux mammouth. Ça va demander énormément de formation continue. Donc de ce point de vue-là, il faut partir dès maintenant. Stéphane, là, sur Educatech Expo, vous envoyez des profs et tout ça. Comment est-ce qu'ils réagissent face aux robots, face à G1 par exemple? Écoutez, ils sont très intrigués, en effet, de voir ces machines déjà déambuler dans les allées du salon, et en même temps fascinés par l'opportunité que ça va représenter de pouvoir créer justement des nouveaux cas d'usage et de sensibiliser les jeunes. Donc, il y a tout type de réaction. Il y a des gens à la fois fascinés, parfois apeurés, parce que c'est vrai que ça peut surprendre d'avoir cette représentation physique. Il faut voir que justement le vrai enjeu derrière cette mécanique, c'est l'IA, c'est l'intelligence, c'est l'interaction, c'est ce qu'on va pouvoir créer. Le robot n'est qu'une représentation physique quelque part de ces interactions. C'est ça qui peut être surprenant. Et donc, vous savez, je reviens d'un voyage en Chine la semaine dernière. Là-bas, le gouvernement a promu l'IA et la robotique dès l'âge de 6 ans. Donc, c'est une matière qui est maintenant enseignée dès l'âge de 6 ans. Ça montre le niveau de sensibilité et d'importance qu'a pris la Chine sur cette révolution industrielle. Et c'est pour ça que on a raté, vous savez, en Europe, certaines révolutions telles que le PC ou le smartphone il y a plus de 20 ans, 25 ans. Ouais. Il faut qu'on fasse partie de cette nouvelle révolution industrielle sur laquelle il y a toute une économie qui va se développer. Et il faut que la France et l'Europe prennent part très très tôt. C'est pour ça que l'éducation, la recherche doit être en première ligne sur cette nouvelle révolution. Merci beaucoup Stéphane Bobo, je crois qu'on est tous d'accord avec lui sur ce point. Merci Stéphane Bobo, je rappelle, vous êtes le fondateur président du groupe Innovate. On vous souhaite un bon salon Educatech avec votre G1. Allez, nous on enchaîne sur Choose France, donc ce sommet qui met en valeur les entreprises qui investissent sur le sol français, en tout cas qui nous choisissent pour investir. 151 projets ont été présentés dans vraiment des secteurs très variés. Nous on va s'intéresser plus particulièrement au numérique, évidemment. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de Choose France et comment vous voyez ce sommet? Vous dites que c'est un moment important? De quel sommet parle-t-on? Celui de rattrapage pour les entreprises françaises, qui était un événement de calinothérapie pour rassurer les patrons français, ou celui qui s'est déroulé en début d'année? Donc déjà, il y a des tournements de concept, parce que Choose France, normalement, c'est un événement pour attirer les investisseurs étrangers. Donc là, c'était un exercice, on le sait, de réassurance pour les patrons français, pour leur dire que l'environnement dans lequel ils étaient n'est pas trop hostile. C'est clair que quand ils ouvrent le journal le matin... C'est pas si évident. C'est pas si évident, donc de ce point de vue-là. Et ensuite, on le sait, c'est un événement qui a été monté à la va-vite. Il a fallu essayer de trouver des nouveaux projets, donc de racler les fonds de tiroir pour les entreprises, parce que 20 milliards avaient déjà été annoncés sur les 30,4 milliards. Mais c'est vrai, pour être positif, parce que parfois, voilà, j'aborde en bon français le sujet par le côté négatif, mais quelques beaux projets sur la tech. Je pense au projet de Nvidia, Mistral, BPI France et MGX, qui va être finalement une sorte de pôle intégré verticalement, avec à la fois un pôle de formation, de recherche, un data center et aussi des capacités de calcul HCP. Donc évidemment, les sommes qui sont en jeu sont très éloignées. Ouais. Oui, tout à fait. Très éloignées de ce qu'on voit aux États-Unis, mais il y a quand même quelques beaux projets. Le projet de e-Valley aussi à Cambrai, même si ça créera jamais 4000 emplois, ça j'en suis persuadé. Mais néanmoins, il y a quelques beaux projets dans la liste sur la partie technique, et c'est des projets d'infrastructure. Néanmoins, c'est des data centers, on le sait. Alors, est-ce que vous avez le même point de vue?
Non, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour donner un peu de positivité au discours que je viens d'entendre. Non, je pense que je rejoins relativement tout ce que vous avez dit, Pascal, mais je pense qu'il y a l'enjeu stratégique de la souveraineté technologique. Il est jamais tard pour bien faire, comme on dit. C'est aussi un moyen d'être de plus en plus indépendant, aussi bien des États-Unis que de l'Asie. Il faut commencer par quelque part. Il y a des beaux projets concernant le cloud, concernant l'intelligence artificielle, concernant également les semi-conducteurs. Voilà, alors, en tant que Français, encore une fois, on est toujours pessimiste, on est toujours dans cette logique-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ressort finalement les dossiers pour montrer que tout se passe bien, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment un booster ? Encore une fois, on n'est pas dans un monde parfait et il faut bouger, comme on dit. Et Choose France, c'est peut-être pas parfait, mais au moins ça a le mérite d'exister. Eric est d'accord avec Charles. Absolument, et moi j'y vois d'ailleurs une complémentarité en fait entre ces différents événements et formats. Bien sûr qu'on a besoin des investissements internationaux, l'écosystème est drivé par ces grands acteurs du numérique, mais aussi, on l'avait vu sur la dernière édition internationale, du real estate, puisque pour faire des data centers, il faut d'abord et avant tout des locaux. Je pense à Brookfield, le Canadien, puis il y avait un Américain aussi sur les rangs. Et tout ça, ça crée ou engage en tous les cas une dynamique que l'on retrouve aussi au niveau national, qui crée un relais aussi pour impliquer peut-être des PME, mais aussi des startups qui se sentiraient un petit peu éloignées de tout cela. Et la dynamique est d'autant plus favorable que, hasard du calendrier, on a eu aussi ce sommet franco-allemand dans la foulée du Choose France franco-français. Sur la souveraineté numérique européenne. Qui, alors, n'annonce que 12 milliards d'investissements, mais met en place aussi des partenariats au niveau européen. Par exemple, Mistral avec SAP, moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors, est-ce que vous êtes laissé convaincre, Pascal ? Carton rouge ou carton vert pour Choose France ? On s'engage ? Carton vert. Allez, carton vert. C'est optimiste. Ah bah alors Moi, je veux juste voir vraiment les projets qui seront réalisés par rapport aux effets d'annonce. C'est toujours l'élément très important. Qu'est-ce qui sera investi réellement par rapport à ces effets de com ? C'est tout. Sinon, ce ne sera pas Choose France, ce sera Choose à l'allemande France. Salut. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'effectivement, on parle d'infrastructure et on peut se dire c'est bien parce que là, on investit dans le dur finalement en France. Mais est-ce qu'on ne devient pas, la France, simplement un fournisseur de matières premières parce qu'on est très attractif pour notre énergie décarbonée ? Ça vous inquiète pas, ça ? C'est l'un des enjeux, mais de toute façon, on est obligé de passer par ces infrastructures si demain, on veut avoir tous les produits et services, et on en parlera dans le sujet suivant sur la bulle IA. Donc, c'est très bien que ça se concentre en France, puisqu'on le sait, on a un avantage concurrentiel, c'est notre énergie nucléaire. Donc, autant en profiter, Donc, autant profiter de l'erreur historique de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on met au service notre matière première décarbonée, qui est l'énergie nucléaire, au service des grands projets des hyperscalers, quand même, faut être clair. Complètement. Ouais. Totalement. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, sincèrement, les deux sont complémentaires. De toute façon, quel que soit le projet numérique, il y a des données lambda et des données sensibles. Il doit y avoir une cloud stratégie, comme il y a une stratégie IA par rapport à la sensibilité de ces données. Donc, encore une fois... La stratégie, moi, je ne l'entends pas, la stratégie sur le cloud. J'ai l'impression que là-dessus, on a quand même un peu abandonné. En tout cas, je veux dire, en discours politique. Alors, ça nous amène aussi Je ne parle pas de l'écosystème, parce qu'il y a un écosystème, effectivement, qui se bat aujourd'hui pour qu'on ne lâche pas ce Mais je pense qu'on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Et justement, le règlement omnibus européen, qui va simplifier aussi un petit peu cette réglementation européenne, va dans le sens de, pour la donnée lambda, moi, ça ne me pose pas de problème d'être dans un grand cloud public, dès lors qu'évidemment, il y a la garantie minimale de confidentialité. Donc, après, sur les données stratégiques, R&D, militaire, sécurité, oui, il faut investir, oui, sur l'éducation pour protéger nos jeunes, oui, sur la liberté de communiquer. Là, on a une donnée sensible qui nécessite aussi bien sur sa infrastructure hardware, j'ai envie de dire, que software et IA, d'avoir un niveau de sécurité supérieur, mais ne confondons pas tout. Et encore une fois, il y a de la place pour tout le monde, chacun son niveau.
Alors, on va parler de la bulle ou non autour de l'intelligence artificielle. Donc, la Banque centrale européenne, la BCE, a sonné l'alerte. On a des grands noms de la finance qui réduisent leurs expositions dans Nvidia, qui disent vraiment clairement redouter l'éclatement d'une bulle donc spéculative. Je ne vais pas vous citer tous les exemples, mais est-ce que déjà, sur le terme de bulle, est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à une menace de bulle classique? Non. Pourquoi? Je ne pense pas. Lorsqu'on réfléchit un petit peu à l'intelligence artificielle, on est sur un domaine qui est extrêmement solide. Et je pense que... solide, c'est-à-dire solide en termes de valorisation, en termes de projet, et il y aura des effets de correction. Alors on pourra peut-être avoir une bulle sectorielle, mais pas une bulle au sens où on l'entend, comme on a pu le vivre il y a une vingtaine d'années, sur les télécommunications, par exemple. Je pense à tout ce qui s'est passé à l'époque avec Alcatel, où ça a vraiment fait un très grand nettoyage. Là, on est quand même sur un domaine qui... Là, il y a moins de trucs à nettoyer, finalement, il y a beaucoup moins d'acteurs. Je pense qu'il va y avoir des effets correctifs. Tous les projets où les business models sont pas forcément solides vont être, vont partir avec l'eau du bain. Mais comme dans toute... mais Charles, y a-t-il un business model? Je pense qu'il y a certains acteurs qui ont des business models très solides. Encore une fois, on peut pas... c'est très compliqué. D'abord, personne n'a de baguette magique ou de boule de cristal. Les histoires de bulles spéculatives, c'est toujours les mêmes histoires. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont pessimistes, qui vont essayer de prédire l'avenir, et à chaque fois, ça se passe jamais comme les prédictions, sont faites. Je pense que pour moi, c'est un faux débat. Donc Charles, vous dites quoi? Oui ou non? Bulle ou pas bulle? Pas bulle. Pas bulle. D'accord. Qui est d'accord avec Charles? Également. Éric? Pas bulle, parce qu'effectivement, malgré tout, la chaîne de valeur, elle est aussi à plusieurs niveaux sur l'IA. On va avoir des IA de plus en plus expertes qui nécessitent aussi d'avoir des startups et des futures licornes qui, typiquement, développent des IA. On l'a vu dans l'éducation, on le verra bien sûr dans la finance, la banque, mais aussi, je pense, la gestion personnelle. Et tout ça pour dire que, par rapport à ce qu'on a vécu sur la bulle Internet, alors j'en ai pas l'air, mais je m'en souviens, où là, vous aviez c'est vrai que vous êtes tellement jeune. Merci. Des plateformes en ligne qui, typiquement, livraient 4 personnes par semaine. Là, on voit bien sur l'IA que les usages sont là. On va aller de toute façon sur des modèles payants, a fortiori avec les IA expertes et les agents qui seront de plus en plus performants. On est déjà sur des modèles payants. De plus en plus. Il y a encore un modèle gratuit qui existe, plus ou moins... Premium, voilà. Premium, je veux dire. Premium, absolument. Gratuit au début, mais très vite, il faut payer quand même. Et c'est ce qui explique que je suis relativement optimiste pour la suite. D'accord. Bulle ou pas bulle? Rouge ou vert? Bulle. Vert. Voilà. Vous avez changé, vous aviez dit pas bulle. Ah non, bien sûr. Bulle. Comme moi, on est deux verts, deux rouges. Qui assure une surévaluation du marché, c'est évident. Qu'il y aura une correction, c'est évident. Quel sera le déclencheur? Moi, je pense qu'il faut regarder du côté d'OpenAI et son implosion possible. Voilà. C'est pas possible de corréler... 20 milliards ils vont faire cette année de chiffre d'affaires et des lettres d'engagement qui vont jusqu'à 1 trillion 400 milliards de dollars jusqu'en 2033. Ils trouvent où l'argent? Sa CFO a indiqué que potentiellement ils allaient avoir recours à de l'argent public. Les contribuables vont financer le développement d'OpenAI. On est en plein délire. Moi, je pose une autre question. Comment on peut justifier 5 trillions de dollars de valorisation de Nvidia sans avoir en face normalement l'équivalent en termes de produits et services grand public? Il est où ce marché aujourd'hui? Je le cherche. Nulle part. Introuvable. Dans 5 à 10 ans, il est où? Personne n'est capable de le dire. On peut quand même dire que c'est normal que le marché soit rassuré en voyant que les résultats d'NVIDIA sont même au-dessus des attentes. C'est de l'infrastructure. Voilà. C'est des GPU. Qui a des vrais carnets de commandes, qui vendent véritablement leurs produits à des clients. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt... Ah oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est le modèle des hyperscalers. C'est eux. C'est-à-dire du jour
où un des hyperscalers, effectivement, se casse la figure parce qu'il a déliré sur ses investissements. Et on commence à le voir du côté de Meta. Il y a quand même aujourd'hui des doutes sur les milliards investis par Meta dans l'intelligence artificielle. Il commence à produire de l'endettement. Le marché commence à s'inquiéter. Il commence à produire de l'endettement. Amazon, Google et Meta ont annoncé en fait des programmes d'endettement. Donc, ils vont emprunter des obligations sur le marché. Donc très bien, moi j'ai pas de souci. La question que je me pose en fait, c'est les entreprises du monde réel. Est-ce que L'Oréal... Sur le ROI, sur le retour sur investissement. Quand L'Oréal produit son dernier déodorant, est-ce qu'il a été inspiré par de l'IA ? Le dernier véhicule de General Motors, a-t-il été produit par de l'IA générative ? La réponse est bien sûr que non. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle d'efficacité opérationnelle. Donc on parle de réduction des coûts, donc on parle de chômage de masse à terme. C'est ça l'IA pour l'instant. Alors, si demain il y a un ROI, très bien, je pense qu'il arrivera, mais il n'est pas à la hauteur des investissements qui sont en ce moment mis sur la table. Alors, réponse, Charles. Non, mais je pense qu'on est au début de l'histoire et il faut donner du temps au temps. On est un peu trop dans la précipitation. L'IA, ça éveille beaucoup d'attentes, peut-être beaucoup trop d'attentes dans le court terme. Je pense qu'il faut regarder ce cycle, cette nouvelle révolution industrielle dans le moyen et le long terme. Et bon, il y a mais le des problème, c'est que là, il y a une différence de timing, j'ai envie de dire. Parce que alors, ça veut dire qu'on se dit, bon, pour le retour sur investissement des clients finaux, va falloir attendre longtemps. Mais l'argent, aujourd'hui, il faut le sortir maintenant pour les data centers, pour acheter l'énergie, les capacités de calcul. On a un problème de timing, là, non ? Je suis pas très inquiet sur les hyperscalers parce qu'ils sont assis sur un tas d'or, ils sont capables de faire de l'endettement, ils auront la capacité à réaliser ces investissements. La question, encore une fois, derrière... Oui, ceux qui les fabriquent, les data centers, par exemple. Ça va être tout un écosystème, un environnement qui ne créera pas d'ailleurs d'emploi, parce qu'un data center, vous faites tourner avec 100 personnes sur plusieurs hectares, donc ça ne créera pas d'emploi. D'ailleurs, s'il y a une bulle spéculative, ça n'aura aucun impact sur le chômage, au moins c'est bon. Ça, c'est le côté positif. On aura évidemment une crise économique mondiale, mais ça n'aura pas d'impact sur le chômage. Mais c'est clair que pour l'instant, on ne voit pas la réconciliation entre demain les produits et services qui vont rapporter de l'argent, et encore une fois, il faut que ce soit sur le grand public. Et aujourd'hui, c'est... Grand public ou entreprise ? C'est le client final, en fait. Oui, mais bon, on sait très bien, ce marché va se développer sur des... D'ailleurs, la première campagne... J'étais à Londres lundi, la première campagne que j'ai vue de ChatGPT dans la rue, c'était une femme qui était dans sa cuisine avec son smartphone en train de préparer son dîner. Bon, je me suis dit, s'il faut mobiliser 3 data centers pour préparer son dîner, où va le monde ? On est quand même très très mal en termes de cas d'usage. Alors moi, ce que je vois, c'est du point de vue des déployeurs, autrement dit des utilisateurs de l'IA en entreprise. Je peux vous dire que sur les use cases, il y a une sélection drastique qui est faite, et si ça ne marche pas, on arrête. Donc la correction, elle se fait aussi à ce niveau-là, ce qui me permet de rester optimiste et d'être toujours d'accord avec Charles, dans la mesure où si on prend les choses depuis la base sur le marché des utilisateurs, il y a une sélection naturelle qui est faite, il y a une réglementation qui contraint aussi à rester sur de l'IA numérique, responsable et éthique. C'est ça l'avenir. Merci beaucoup. Éric Lequelennec, avocat, était avec nous. Pascal Malotti de Valtech et Charles Salvaudon, expert en géopolitique, qui est venu avec son nouvel ouvrage. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission en direct à 10h45 tous les jeudis. À très vite.